Bonjour. Aujourd'hui sur Perpalfil, je voudrais vous parler d'une annonce récente faite par une équipe de chercheurs français. Ils ont réussi à créer un embryon chimérique, c'est-à-dire un embryon mêlant deux espèces, en l'occurrence l'homme et le singe. Au-delà de l'effet frappant du mot chimère, qui nous laisse penser qu'ils ont réussi à créer un singe avec une tête d'homme ou un homme avec une tête de singe, de quoi s'agit-il précisément? Quelle expérience ont-ils faite? Pour quelles raisons et dans quel but ont-ils fait cette expérience? Quels sont les problèmes, à la fois pratiques et éthiques, que pose une telle expérience? Rappelons tout d'abord que les chercheurs français ne sont pas les premiers ni les seuls à faire de telles expériences. Elles sont menées par plusieurs équipes à travers le monde depuis plusieurs années. Je me concentre cependant sur la France pour pouvoir discuter plus précisément du cadre législatif et éthique qui nous concerne. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est cette expérience que les chercheurs ont menée? D'un côté, on prend un embryon animal. En l'occurrence ici, il s'agissait d'un singe, mais ces expériences ont été aussi menées avec des embryons de souris ou de lapins. Cet embryon en est à un stade de développement d'une dizaine de cellules. On ne peut pas donc vraiment parler d'un organisme. On ne distingue pas dans cet embryon des organes spécifiques. On a un amas d'une dizaine de cellules. De l'autre côté, on prend des cellules souches humaines induites à la pluripotence, environ 5 cellules, et on les injecte dans cet embryon. Qu'est-ce que des cellules souches induites à la pluripotence? Comme l'adjectif souche le laisse entendre, ce sont des cellules de base, des cellules qui sont présentes dès le début dans l'embryon et qui ne sont pas spécifiques. Ce ne sont pas des cellules de peau ou de rétine ou des neurones. Ce sont justement des cellules qui sont dites pluripotentes parce qu'elles ont la capacité, en se multipliant, de donner naissance à des cellules spécialisées, des cellules de peau, des neurones, des cellules de rétine, etc. On les dit induites à la pluripotence. En effet, il y a deux types de cellules souches humaines. Soit des cellules souches que vous avez prises directement sur un embryon humain, soit des cellules souches que vous avez réussi à fabriquer à partir de cellules prises sur un adulte, que vous avez réussi à faire régresser au stade de cellules souches, si je puis dire ça comme ça. Donc vous avez fabriqué des cellules souches en laboratoire, in vitro, et vous maintenez ces cellules à l'état de cellules souches pour ensuite leur demander de créer telle ou telle cellule spécifique. Donc ici, on parle de cellules souches humaines cultivées, fabriquées en laboratoire, qu'on a réinjectées dans un embryon animal. Pourquoi fait-on ces expériences? Quels sont les buts, quelles retombées bénéfiques les scientifiques espèrent-ils retirer de ces expériences? Alors, premièrement, à très court terme, la première retombée bénéfique pour la science, ce sont évidemment les connaissances. Quels mécanismes contrôlent le développement d'un organisme? Comment un organe spécifique se développe? Quel rôle jouent les cellules souches là-dedans? Dans quel ordre ça se passe? La deuxième retombée bénéfique pour la science, c'est une retombée thérapeutique, et notamment au niveau de la thérapie cellulaire. Pouvoir réparer des organes lésés en se servant des cellules souches. Par exemple, si vous avez une lésion de la rétine, on pourrait, à partir de vos cellules, fabriquer des cellules souches, donc induites à la pluripotence, leur demander de fabriquer à nouveau des cellules de rétine, puis en obtenant ce bout de tissu, de cellules rétiniennes, vous les réinjectez dans l'œil afin de guérir la lésion que vous avez. Troisième retombée bénéfique, comprendre ce qui se passe lors du développement de l'embryon. Dans quel ordre les organes se développent, à quel moment, de quels apports ils ont besoin, comment les cellules souches interviennent dans ce développement. Cela nous permettrait de mieux maîtriser le développement d'un embryon et donc de pouvoir, par exemple, réduire, comprendre et réduire le risque de fausse couche. Ou encore pouvoir développer correctement un embryon in vitro, dans le cadre d'une fécondation in vitro, par exemple,
pour ensuite augmenter le taux de réussite de réimplantation de l'embryon dans le ventre de la mère, quand vous avez par exemple recours à une PMA, à une procréation médicalement assistée. À très long terme, il y a une dernière retombée positive qu'on peut attendre de ce genre d'expérience, mais elle est encore très hypothétique. Il s'agirait, si on pouvait réimplanter l'embryon chimérique dans l'utérus de la femelle concernée, par exemple ici c'était un embryon chimérique homme-singe, donc on réimplanterait l'embryon dans l'utérus d'une femelle singe, il s'agirait de pouvoir demander aux cellules souches humaines de produire un organe spécifique, par exemple un foie ou un rein, afin, une fois que l'animal chimérique serait né et devenu adulte et que l'organe se serait développé à l'intérieur de son corps, de pouvoir le prendre pour le greffer sur un patient qui est demandeur d'organes. Il y a en effet actuellement dans le monde une pénurie d'organes qui est assez importante, qui fait que les demandeurs d'organes doivent attendre parfois très longtemps, et d'ailleurs parfois ils ne reçoivent jamais l'organe demandé et peuvent parfois en mourir. Alors ça reste très hypothétique, cette dernière retombée bénéfique. Probablement que la science progressera beaucoup plus vite du côté des organes artificiels, plutôt que du côté de ces organes naturels qu'on ferait pousser à l'intérieur du corps d'un animal. Quels sont les problèmes pratiques et éthiques qui se posent concernant ces expériences? Commençons par les problèmes pratiques. Tout d'abord, pour le moment en France, on n'a pas le droit de réimplanter l'embryon chimérique obtenu dans l'utérus de l'animal pour laisser cet être chimérique grandir. On est donc contraint de détruire l'embryon au bout de quelques jours. Et de toutes les façons, on ne sait pas maintenir un embryon in vitro et lui permettre de se développer correctement in vitro. Donc ce sont des expériences qui sont menées pendant une dizaine de jours, 20 jours grand maximum. Deuxième problème pratique qui se pose, et c'est justement ce que l'équipe de chercheurs français voulait montrer, les cellules souches humaines qu'on utilise sont très peu efficaces pour coloniser un embryon. On a en effet fait des expériences où on a comparé des cellules souches de souris et des cellules souches humaines qui étaient réimplantées chacune dans un embryon de lapin. Et on s'est rendu compte que les cellules souches humaines se faisaient rapidement éliminer. En effet, il y a un mécanisme naturel qui fait que quand on injecte dans votre corps, même si vous n'êtes qu'à l'état d'une dizaine de cellules, des cellules qui proviennent d'un autre organisme, d'un autre ADN, votre organisme les combat et cherche à les éliminer. C'est d'ailleurs ce qui pose problème dans la greffe d'organes. Et on s'est rendu compte que les cellules souches de souris sont beaucoup plus résistantes à cette compétition interespèces que les cellules souches humaines. C'est pourquoi les chercheurs ont fait une expérience avec un embryon de singe, parce que le singe, on ne parle pas de grand singe, on parle de singe, le singe est quand même plus proche au niveau génétique de nous que le lapin. Et en fait, les résultats ne sont pas beaucoup plus probants. Ça marche un tout petit peu mieux, mais pas de quoi non plus se réjouir. Donc ça, c'est un autre problème pratique, qui est que, du mot même de ces chercheurs, les cellules souches humaines sont peu efficaces pour coloniser un organisme étranger. Il y a aussi des problèmes éthiques qui se posent. Pour pouvoir discuter efficacement des limites éthiques qui se posent lors d'une expérience, il faut avoir clairement en tête les valeurs, les lignes directrices sur lesquelles on s'appuie. Sinon, la discussion devient rapidement assez confuse. Alors, en France, il y a une grande ligne directrice qui dure depuis plusieurs décennies, qui est la dignité de la personne humaine. Alors, à la fois la personne dans son intégrité morale, psychologique, mais aussi la personne dans son intégrité physique. Votre corps, c'est vous. Alors certes, votre corps vous appartient. Vous pouvez, dans une certaine limite, en faire ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'en France, le don de sang ou le don d'organes est autorisé. Mais votre corps ne vous appartient pas comme votre voiture ou votre maison ou votre sac à dos vous appartient. Votre corps, c'est vous. Donc, vous ne pouvez pas tout faire avec votre corps puisqu'il y a cette valeur du respect, de la dignité de la personne humaine. Par exemple, vous ne pouvez pas vendre ou louer tout ou partie de votre corps. C'est pour ça que la vente d'organes
où la GPA, la gestation pour autrui, les mères porteuses, sont interdits en France. Alors, dans le cadre de cette expérience de création d'embryons chimériques homme-animal, quel problème éthique pourrait se poser? Évidemment, on pourrait dire qu'il vaut mieux interdire ces expériences à cause de ce respect de la dignité de la personne humaine. Mais ces 5 cellules souches humaines induites à la pluripotence qu'on réinjecte dans un embryon animal, est-ce une personne humaine? Est-ce même, au-delà de la personne humaine, est-ce déjà un être humain? Car ça n'est même pas un être organisé, il n'y a même pas d'organes visibles. Un autre problème qui tourne autour de cette grande valeur de la dignité de la personne humaine, c'est que la dignité de la personne humaine est vue comme prioritaire, supérieure à la dignité d'un animal. Or, en mettant au même niveau l'homme et l'animal, en prenant les deux ADN et en les mélangeant comme ça dans un embryon chimérique, on réduit la dignité de la personne humaine, on le met sur le même plan qu'un animal, on les traite de la même façon. Alors les scientifiques vont vous dire qu'en aucun cas il ne s'agit d'un être vivant, d'un être organisé ou d'un être humain. Il s'agit de matériel, d'outils tirés du corps humain, de produits donnés par le corps humain. Il s'agit de quelques cellules. Et d'ailleurs l'objectif à long terme, ce serait de pouvoir créer quelques amas de cellules spécialisées, de peau, de rétine, de neurones, de cœur, pourquoi pas, mais en aucun cas un être humain. Et là, dans les meilleurs fantasmes, comme je vous le disais tout à l'heure, ce serait dans une vision à très très long terme, de pouvoir créer un organe humain. Donc on ne parle pas du tout d'une personne humaine. Donc ça, c'est le discours des scientifiques. Alors la loi qui encadre ces expériences et qui essaye de concilier les buts pratiques de la science avec les valeurs éthiques, c'est la loi de bioéthique. Cette loi est révisée tous les 5 ans et elle est en ce moment même, depuis plus d'un an, en train d'être révisée avec du retard puisque la dernière révision date de 2013. Alors l'article qui parle des embryons chimériques, c'est l'article 17. L'Assemblée nationale, l'année dernière, en février 2020, a autorisé, elle a adopté cet article 17. Donc cet article 17 autorise qu'on fasse des expériences où on crée des embryons chimériques homme-animal. Il autorise même le transfert de l'embryon ainsi obtenu dans l'utérus de l'animal femelle. Mais le Sénat, en février de cette année 2021, a rejeté cet article 17 en bloc. Alors précisons que l'article 17 tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale ne permet pas de créer des embryons chimériques où on prendrait des cellules souches animales pour les implanter dans un embryon humain. Il ne permet pas non plus de prendre des cellules souches humaines d'une certaine personne pour les implanter dans un embryon autre. Cet article est toujours en discussion, d'ailleurs pas seulement sur ce problème de la création des embryons chimériques, mais aussi par exemple sur le problème de l'ouverture de la PMA à toutes. Et on attend avec impatience de voir ce qui va en résulter.